Bonsoir à toutes et tous, il est 19 h, bienvenue pour cette nouvelle séance du conseil municipal. Nous avons quelques absents ce soir et qui ont donné procuration, notamment Marine Bru qui donne procuration à Hélène Deyris et à qui on souhaite le meilleur dans les jours qui viennent. Monsieur Bruno Dubroca qui donne procuration à Dominique Romain. Madame Nathalie Durchetti qui donne procuration à Catherine Rabat. Madame Francette Cando qui donne procuration à Julie Idjed et Monsieur Christian Berthoud qui donne procuration à Christine Giraudet. Et nous saluons amicalement Christian Berthoud s'il nous regarde ce soir. Le quorum est atteint, la séance peut légalement se tenir. Il nous faut désigner une ou un secrétaire de séance qui sera ce soir. Hélène Deyris, merci. Nous commençons avec l'approbation du PV de la dernière séance du 25 septembre. Est-ce qu'il y a des observations ? Non, je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, des abstentions, donc 4 abstentions. Très bien. Est-ce que la délégation de pouvoir appelle des observations ? Monsieur Dominique Romain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais faire simplement un petit mot sur un grand dossier. Vous voyez venir, il s'agit de Tourmalet. Sur les décisions de ce soir, il est indiqué concernant le pôle sportif de Tourmalet, une légère augmentation de travaux complémentaires de l'ordre de 16 000 euros. Il s'agit ici du lot numéro 1 qui a été attribué par procédure allégée. Lors du conseil municipal de septembre dernier, toujours dans la communication des décisions, vous nous avez informé qu'il y avait eu 8 marchés qui ont été attribués sur 19. Donc, exclu le numéro 1, il y a actuellement 10 marchés qui sont restés ou qui sont toujours infructueux pour des raisons d'ordre financier, certainement parce que les propositions des entreprises ont certainement présenté des dépassements par rapport à l'estimatif. Ces 10 lots qui sont infructueux représentent quand même 5,5 millions d'euros, soit 75% hors taxe de l'enveloppe globale. J'imagine que ces marchés ont été relancés, bien entendu. À ce jour, les travaux qui devaient débuter en octobre sont au point mort. Seule la démolition a été effective au regard de l'attribution donc du lot numéro 1. La relance des marchés infructueux entraîne donc des retards de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Pour éclairer les interrogations des Saint-Paulois, pouvez-vous nous préciser ce qu'il en est à ce jour ? Notamment, le projet ne serait-il pas revu au titre des prestations pour limiter le coût final ? Est-ce que vous avez une idée définitive du plan de financement ? Et qu'en est-il des subventions, notamment des subventions que vous avez présentées lors de mémoire, le deuxième plan de financement, notamment les DETR, et de l'Agence nationale du sport. Bon, je précise ici pour les Saint-Paulois qu'il s'agit quand même d'un projet de 8 800 000 euros. Et donc, au regard de la situation qu'on constate tous les jours, où il n'y a absolument aucune grue sur le chantier, on est en droit, les Saint-Paulois sont en droit de savoir ce qu'il en est. Merci. Je vous avoue que je ne comprends pas très bien en fait où vous voulez en venir avec votre intervention. Et quelle est votre suggestion par rapport au marché, puisque vous siégez en commission d'appel d'offres? Oui. Je ne comprends pas où vous voulez en venir en fait par rapport au rejet des marchés. Où c'est qu'on en est? Non, mais où c'est qu'on en est sur les 10 marchés? Où c'est qu'on en est du projet? Parce que il n'y a tout simplement pas de grue sur le site. Où c'est qu'on en est? Donc, est-ce que les entreprises, est-ce que vous avez reçu de nouvelles offres? Est-ce que les entreprises
ont répondu à ces marchés infructueux. Voilà où c'est que vous en êtes, tout simplement. Oui, mais je suis surpris parce que vous êtes partie prenante depuis le début du projet. Donc vous êtes très au courant des jalons, vous êtes au courant des dates. Monsieur le maire, je comprends pas quelle est votre question, mais je vais vous répondre. On s'adresse aux Saint-Paulois. Ah, mais c'est pas pour moi la question, alors. Me demandez pas à moi, Dominique Robert. J'ai cru que... D'accord. Je parle au nom des Saint-Paulois. Pardon, j'ai cru que vous ne siégiez pas dans la commission d'appel d'offres, etc. Bon, moi, j'ai aucun problème pour vous répondre. Je vais vous donner tous les éléments dans la précision. Ça, il n'y a pas de souci, mais je ne comprenais pas votre question, du coup. Soyez simple. Je ne sais pas si vous passez devant Tout Malin tous les jours. J'ai pas l'impression. Parce qu'il y a quand même des tracteurs, des bulldozers, des matériaux qui sont transbordés tous les jours et le projet continue. Par rapport à votre remarque concernant les 16 000 €, ils seront déduits du lot 2. Mais si vous posez la question, donc je vous réponds, vous posez la question, ne me dites pas que vous en fichez avec votre main en l'air. Mais donc ces éléments seront déduits du lot 2. Les appels d'offres sont en cours pour une fin novembre. Donc c'est très précis en termes de date. Vous posiez la question de l'ANS. Nous avons reçu un courrier de l'ANS, mais bon, après, je suis toujours vigilant. Tant qu'il n'y a pas d'acte définitif pour une subvention de l'ordre de 150 000 €, je vous parle de mémoire parce que vous me prenez un petit peu à froid. Et concernant effectivement ces 8 lots de mémoire qui ont été rejetés, pourquoi ? Parce qu'ils étaient, mais bien au-delà du cadre financier qui avait été défini. Alors, nous préférons relancer des appels d'offres complémentaires plutôt que le projet nous coûte plus d'1 million € supplémentaires pour le contribuable Saint-Paulois, avec en plus dans les cahiers des charges certains éléments qui nous interrogeaient par rapport à la consultation. Donc là où sur le planning initial il était prévu une livraison dans la première quinzaine de décembre 2026, c'était ça le jalon initial, avec une ouverture début 2027 parce qu'il y avait les vacances derrière, ça risque de glisser à début janvier 2027. Voilà aujourd'hui quelle est la conséquence estimée de la relance de ces marchés-là, qui nous semble bien plus raisonnable, parce qu'une fois encore, nous mettons beaucoup d'énergie pour s'assurer de la conformité par rapport à ce qui a été défini par le groupement d'architectes. On ne veut pas se retrouver dans la même situation que le gymnase d'Aurus où j'étais encore cette semaine, où la confection fait qu'aujourd'hui on a de l'eau qui rentre par le sol, où le parquet pourrit, où il faut changer des éléments de parquet, il faut changer le sol, le parvis aujourd'hui est complètement immobilisé, il a fallu changer tout l'éclairage lors des dernières vacances pour passer sur de nouvelles technologies, faire en sorte qu'il n'explose plus. Donc on préfère prendre un peu plus de temps là maintenant pour faire en sorte que l'équipement soit plus pérenne dans la durée et surtout qu'on n'explose pas les coûts de la collectivité. Ce soir que les coûts vont rester au niveau du plan de financement, du dernier plan de financement qui de 8 700 000 € à peu près. Alors si je vous le disais, je serais dans l'illégalité parce que ça veut dire que j'ai ouvert les enveloppes. Je n'en sais rien. Oui, non, c'est à l'ouverture des enveloppes qu'on le saura. D'accord. Vous avez indiqué que vous avez une subvention, mais vous en méfiez de l'ANS de 150 000 €. C'est bien ça que vous avez ? Or, dans le dernier plan de financement, vous faisiez état d'une subvention de l'ANS de 800 000. Est-ce à dire que les 650 000 € seront repris par quelqu'un d'autre, par une autre subvention ou autre, ou le plan de financement n'est pas arrêté encore totalement ? Alors là aussi, c'est ce que je vous ai répondu la dernière fois, c'est que nous sollicitions les subventions maximales dans le cadre des plans de financement. Si vous souhaitez qu'on demande moins aux différentes institutions, on demandera moins à l'avenir, mais forcément on aura moins. Mais vous devrez le savoir, puisque c'est la logique des plans de financement. Monsieur Jean-Yves Trévian. Dans l'ANS, les 150 000 € concernent une intervention d'ordre régional. Et c'est toujours pas tranché au niveau de l'ANS, au niveau national. C'est toujours en instruction. Merci pour ces précisions. Madame Rabat. Pour compléter ce qu'a dit Dominique Romain, effectivement, on a eu la même réflexion par rapport à la subvention de l'État. Il me semble bien qu'au conseil de septembre, au conseil communautaire de septembre, il a été indiqué que la ville de Saint-Paul avait obtenu 446 000 €, soit grosso modo un tiers de la subvention que vous avez sollicitée. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça par rapport au fait qu'effectivement le montant demandé était bien plus important aussi ? Ça, c'était une précision.
Et une autre question, donc du coup, par rapport à tout ça, est-ce que vous avez une idée de quand les travaux de construction pourront réellement redémarrer? Ça, c'était 2 questions sur Tourmalet, et après, j'aurai une autre question sur une autre décision de ce soir. Je ne vois pas que vous faites référence en parlant de conseil communautaire de septembre. Je n'ai pas souvenir d'avoir évoqué ce sujet-là. Sur l'avenant CRTE, a priori, il était quand même indiqué que vous aviez obtenu la DETR à hauteur de 446 000 €. Est-ce que vous nous confirmez? Ah, mais en conseil municipal, pas en conseil communautaire. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? D'accord, mais enfin, je pense pas que je pense au contrôle du directeur général, mais j'ai pas de nouvelles comme quoi les éléments ont bougé. Oui, non, mais tout ça va en lien avec. Je vois Monsieur le Préfet la semaine prochaine. Je pourrais lui poser la question directement. Tout à fait. Voilà, comme ça, vous pourrez apporter la réponse aux Saint-Paulois sur effectivement les sollicitations, puisque comme vous le dites, vous avez sollicité d'autres subventions. On attend impatiemment de savoir effectivement comment à la fin tout cela sera articulé au niveau du financement et du programme des travaux pour nous indiquer le calendrier de reconstruction du pôle sportif. Voilà. Ah non, mais attendez, mais je vous confirme que le projet continue. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous voulez dire que le projet est arrêté. Bien. Donc on détruit, ensuite il faut faire les réseaux, il faut faire la VRD, il faut retirer l'électricité, il y a tout l'assainissement, l'eau, etc. Donc je ne comprends pas ce que vous soutenez à travers ça en fait. On ne soutient rien, simplement c'est que dans le municipal du mois de juillet, vous avez annoncé une fin des travaux pour décembre 2026. Et au regard des semaines ou des mois de retard que l'on prend lié au fait que les postes comme le gros œuvre entre autres ne sont toujours pas attribués, on s'inquiète et on se pose la question, et les Saint-Paulois se posent la question de voir que oui, certes, ça a été démoli, rasé, etc. Et encore l'autre matin, moi je suis passé devant, le jour où il y a eu le coup de vent, toutes les plaques étaient tombées à cause du coup de vent, donc on voyait parfaitement bien ce qu'il y avait, c'est-à-dire absolument plus rien sur le chantier, table rase. Voilà. Donc face à ça, on se pose la question de savoir, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire que le calendrier annoncé pourra être tenu avec une fin des travaux à décembre 2026? Alors, je ne sais pas ce qui n'était pas clair dans ma réponse il y a 5 minutes. Puisque je vous ai dit que le calendrier originel, et une fois encore, c'est un calendrier projectif. Il peut y avoir des intempéries qui ralentissent le chantier, il peut y avoir des mouvements sociaux ou autres qui ralentissent le chantier, etc. Mais la date prévisionnelle, c'était mi-décembre 2026. Je croyais l'avoir dit il y a 5 minutes. Et en disant, avec cette relance des marchés, ça nous amène à janvier 2027. Mais de toute façon... on verra qui sera là à ce moment-là, mais il n'était pas prévu qu'on ouvre pour les vacances de Noël. C'était pour la rentrée suivante. Et une fois encore, il n'y a pas besoin d'une tempête pour voir le chantier. Les sportifs qui passent à l'arrière, pour aller jouer au ballon ou au tennis, le voient. Il faut d'abord détruire le gymnase. Il faut sortir les différents éléments. Il faut retirer les réseaux. Il faut tirer la VRD. Et la VRD, tout ça se fait en sous-sol. Donc c'est normal qu'on ne voit rien pousser pour l'instant. Parce que... les éléments ne se font pas tous en série, il y a des étapes qui se font en parallèle. Donc même si une étape est décalée d'une semaine, ça ne veut pas dire que le chantier est décalé d'une semaine, puisque plusieurs opérations se font aussi en parallèle. Mais ça, c'est le job après de l'architecte que d'aller piloter tout ceci. Et puis je vais vous dire, pour un projet aussi structurant que Tourmalet, s'il y a un mois de retard à l'arrivée, c'est pas bien grave. Parce qu'il y en avait tellement besoin de ce projet. C'est un projet très ambitieux qui concerne beaucoup de sports et d'associations. Je pense que chacun pourra comprendre que peut-être il faudra un mois de retard, mais avoir un équipement fonctionnel et pérenne, plutôt que 15 jours d'avance, et finalement quelque chose sur lequel il faut retourner à plusieurs reprises parce qu'il aurait été mal conçu. Là, on est parfaitement bien d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a nécessité d'avoir cet équipement. Les associations, les scolaires et autres l'attendent, donc effectivement, on est vigilant à tout ce que vous nous dites, mais là, c'est plus un mois de retard, puisque la reconstruction devait démarrer en octobre, ça sera, on l'entend beaucoup plus lié au fait. Alors après, sur le détail du programme travaux, j'entends bien, il y a des choses qui sont faites par ordre, on est bien d'accord que là-dessus, il n'y a pas de discussion, le sujet n'était pas là. Vous l'avez bien compris. Voilà. Alors, je vais dire ce que vous voulez pas dire. Vous voulez faire croire depuis 10 minutes, parce qu'on passe 10 minutes à ça, je veux rien faire croire vous voulez faire croire, instiller dans la population qu'il y a un dérapage financier, qu'il y a un dérapage de calendrier ou je ne sais quoi. Ça n'est pas la réalité des choses. Voilà, je le dis, je peux le redire pour une 3e fois si vous le souhaitez, mais telle est la réalité du projet aujourd'hui. Et je crois que vous aviez un autre point en discussion sur... Oui. Oui.
Oui, je peux voilà. Ah, je vous en prie. Oui, donc là, j'avais une question et une remarque, on va dire, sur un autre point des décisions de ce soir, sur le point relatif à la signature du contrat de prestation avec l'association LMA pour l'accompagnement de la saison culturelle 2025-2026. Il me semble que traditionnellement, la saison culturelle est organisée par les services de la ville de Saint-Paul. Et là, vous avez, semble-t-il, décidé de recourir à un prestataire extérieur. Je trouve que c'est une décision particulièrement étonnante de décider de démembrer, on va dire, le service public en confiant certaines de ses missions traditionnelles à des organismes extérieurs à la commune. Et donc là, je me pose une question face à ça. Est-ce qu'il faut y voir l'illustration de la désorganisation du service culture, où nous ne pouvons que regretter le départ des agents? Ça, c'est ma question. Et une autre remarque par rapport donc au prestataire retenu, Land Musique Amplifiée, LMA, qui semble être donc un prestataire spécialisé dans la programmation de musique plutôt dite actuelle. Est-ce à dire que l'accompagnement sur toutes les autres formes d'art sera des plus pertinents? Voilà. Mais alors là aussi, je veux bien laisser la parole au membre de la commission culture et à l'adjoint, parce que vous n'êtes pas dans la réalité des choses. C'est ne pas connaître LMA et c'est ne pas avoir regardé en fait la saison culturelle, puisqu'ils sont pas monosujets en fait chez LMA. Et moi, je salue le talent qui est le leur et la qualité qui est le leur. On peut pas laisser non plus croire que ce serait des prestations au rabais ou je ne sais quoi. Je rappelle que de tout temps, enfin depuis longtemps, y compris les agents de la collectivité font appel à des réseaux. Et pour lesquels en plus nous sommes adhérents également. Ce sont des travaux qui s'élaborent toujours en collectif. C'est comme ça que cela fonctionne. Ensuite, aujourd'hui, sur le service culture, nous sommes en sous-effectif de par une absence notamment, et donc on recourt à de l'appui complémentaire en extérieur, et ça ne brade en rien la qualité de la saison culturelle, ou ça n'est absolument en rien une remise en cause du service public. C'est assez étonnant, mais l'adjoint veut compléter ? Sébastien Ducasse, il y a un micro juste là. Oui, pour compléter, donc, je suis très surpris aussi de la... Oui, je suis très surpris de la remarque, puisque ce sujet a été évoqué en commission culture, qui était le... Non, je crois pas. Qui a été évoqué en commission culture. On n'a pas le retour en fait. Bon. Oui, ce sujet, voilà, c'est mieux. Ce sujet a été évoqué en commission culture, voilà, le 9 octobre dernier, commission, je suis désolé de rappeler, à laquelle vous ne siégez pas depuis le début du mandat. Donc, bon, voilà, faire un frais derrière, tout est transparent, on l'a évoqué clairement en commission, les raisons du pourquoi, du comment, du recours donc à LMA, qui est un recours en effet exceptionnel cette année pour concevoir une saison. La saison est sortie il y a maintenant quelques semaines, voire un petit mois. Et je pense que quand on est en tout cas intéressé par ce qui se passe culturellement sur Saint-Paul, on peut voir qu'elle n'est pas en dessous de ce qui se faisait les années précédentes. Et LMA, je pense que peut-être vous ne le savez pas, mais aussi élabore des saisons culturelles, notamment Tyros, où il ne fait pas que de la musique. Donc en effet, c'était le cœur, on va dire, de l'association au tout début, mais depuis, ils se sont bien diversifiés. Et on peut voir qu'ils portent des sujets tels que le théâtre, l'humour, la musique, donc voilà, plein de choses différentes. Et la saison de cette année sera une saison, je pense, aussi ambitieuse que les années précédentes. Avec, là aussi, on a vu un premier spectacle, là aussi inclusif, qui a été proposé donc, pour lancer la saison. Donc une saison accessible à tous, avec des tarifs là aussi encore accessibles à tous. Et comme je vous le dis, voilà, après, on est sur une transparence totale, puisque ces sujets sont évoqués en commission, qui se réunit assez souvent. Je vois Julie qui est en face de moi, qui siège régulièrement. Donc en tout cas, voilà, et quand on évoque ces sujets-là, derrière, après, on essaye d'avoir aussi des acteurs. Et donc LMA était présent le 9 pour évoquer quelle a été sa mission, quelles sont ses missions régulières et quelles ont été ses missions avec la ville de Saint-Paul. Et j'espère que peut-être sur les années à venir, on pourra continuer à travailler avec eux, même ponctuellement, sur des éléments complémentaires à notre saison. Catherine Rabat. Alors, du coup, le son s'est amplifié d'un coup d'un seul. Allez-y. C'est bon là ? Oui. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est que encore une fois, là, on est vigilant et on pose la question par rapport au choix d'un prestataire extérieur plutôt que d'organiser comme ça se faisait traditionnellement la saison par les services de la ville.
En aucun cas, j'ai parlé de rabais. Voilà, j'ai simplement soulevé, effectivement, en regardant, on voit très bien ce que fait LMA, il n'y a pas de problème. Effectivement, on sait qu'ils géraient la saison culturelle de Tyros. Simplement, encore une fois, vis-à-vis du fonctionnement de la collectivité et vis-à-vis de la désorganisation connue des services, on pose des questions et on reste vigilant sur le fait que, effectivement, visiblement, vous avez recours à cet accompagnement en lien avec ces départs d'agents. On n'a pas parlé de remise en cause de choix sur, on va dire, le contenu des programmes. Ce n'était pas l'objet de la question. Très bien, on vous a entendu. Écoutez, moi, dorénavant, je vous invite à venir exercer pour une fois votre vigilance en commission culture. J'ai cru que vous alliez me parler des points divers. Bon, nous allons pouvoir passer au point numéro 1, s'il n'y a pas d'autres interventions sur la délégation de pouvoir. Ah, Madame Rabat. C'était un point divers, la question sur la... Ah non, je parlais des points divers dans la délégation de pouvoir. Allez, je vous propose de passer à la délibération numéro 1 avec délibération traditionnelle et administrative concernant la dérogation au repos dominical. Et c'est monsieur Jean-Yves Trévian. Oui, rebonsoir. Donc, les dispositions de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, permettent au commerce de détail de bénéficier d'une dérogation au repos dominical jusqu'à 12 dimanches par an. Cette loi renforce également l'obligation de négocier les contreparties pour les salariés concernés sur la base du volontariat dans le cadre d'un accord collectif. Conformément à l'article L. 3132-26 du Code du travail, le Conseil municipal a, par délibération numéro 2015-10-02 du 29 octobre 2015, fixé à 5 le nombre maximal de dimanches pouvant faire l'objet d'une dérogation au repos dominical. Il est rappelé que ces dérogations sont collectives et s'appliquent à l'ensemble des établissements relevant d'un même secteur d'activité. Par ailleurs, il est précisé que l'arrêté préfectoral du 20 mars 2018 prévoit que les commerces de détail relevant des secteurs de l'ameublement, de l'équipement de la maison et des articles de décoration peuvent ouvrir le dimanche sans autorisation municipale. Les demandes formulées par les commerçants pour 2026 sont les suivantes. Pour les commerces du secteur d'activité alimentaire, le premier dimanche des soldes d'hiver et les dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre 2026. Pour les autres commerces de détail, hors ameublement, équipement de la maison et décoration, le premier dimanche des soldes d'hiver 2026, le premier dimanche des soldes d'été 2026 et les dimanches 6, 13 et 20 décembre 2026. Il est proposé d'approuver ce calendrier. Des interventions, Sylvie Péducas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc une précision, puisqu'il est vrai qu'il est toujours important de s'adresser aux Saint-Paulois qui nous rejoignent au fur et à mesure sur les missions de ce conseil municipal. Donc signaler que comme les années précédentes, je voterai contre cette délibération pour des raisons qui ont déjà été évoquées ici, à savoir dans un contexte qui est déjà très tendu et très compliqué pour les salariés aujourd'hui dans le secteur du travail, en particulier dans le commerce, pour le fait aussi qu'il y a déjà des tas d'autorisations d'ouverture le dimanche, et en particulier tous les dimanches matins pour le secteur alimentaire. Il me semble pas nécessaire d'aller proposer des ouvertures supplémentaires et cela permettrait au moins aux salariés qui, certes, parfois aperçoivent des heures supplémentaires, puisqu'on a eu aussi des échanges là-dessus avec les organisations syndicales, mais ne le font pas toujours de plein gré, mais avec cette pression qui est de devoir parfois satisfaire à certaines exigences pour pouvoir conserver leur emploi. Donc je voterai contre cette délibération cette année encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations? On a moins de dimanches ouverts qu'en début de mandature, notamment sur les voitures. Il y en a moins. Alors, je vais demander au service des assemblées d'être vigilant quant au vote. Qui est pour? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec des procurations? Non. 6 contre. Des abstentions? 2 abstentions. La délibération est adoptée. Merci. Nous passons
au chapitre des affaires financières. Et au point numéro 2, une délibération qui va être récurrente puisqu'il s'agit du pacte jeunes citoyens ou de manière nominative. Pour ceux qui auront réalisé le parcours, Hélène Deyris va nous expliquer tout ceci. Il faudra que nous ayons un vote nominatif systématiquement pour le versement des fonds. Hélène Deyris nous raconte tout ça. Oui, bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, c'est une délibération qu'on verra régulièrement puisque c'est le versement d'une aide communale aux bénéficiaires du dispositif Pacte Jeunesse Citoyen. Alors dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse et de l'engagement citoyen, la collectivité a mis en place le dispositif PAC Jeunes Citoyens visant à soutenir les jeunes Saint-Paulois dans l'acquisition de compétences utiles à leurs insertions sociales et professionnelles. Ce dispositif prévoit notamment une aide financière de 150 € destinée à favoriser l'accès à certains diplômes ou permis, comme par exemple BAFA, BAFEP, permis de conduire, en contrepartie d'un engagement bénévole de 40 heures au sein des services municipaux ou d'une association implantée sur le territoire de la commune et qui vient en complément du PAC XL. Par délibération en date du 30 janvier 2025, le conseil municipal a validé ce principe et les conditions d'attribution d'aide. Au jour d'aujourd'hui, 4 jeunes ont rempli les conditions requises et justifié la réalisation de son engagement citoyen à hauteur de 40 heures, plus des manifestations, une manifestation qu'on leur demande en plus des 40 heures. Enfin, une participation à des manifestations municipales. On a le nom des 4 jeunes. Alors, il se trouve que nous avons une parité exemplaire puisque nous avons 2 jeunes filles et 2 jeunes hommes. Ce ne sera pas toujours le cas, je pense. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de l'aide prévue à hauteur de 150 € dans le cadre du PAC Jeunes Citoyens aux jeunes qui figurent sur le tableau aussi annexé. Je peux vous préciser qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 12 jeunes en cours qui ont pratiquement fini leur parcours. Donc il y aura lors de prochains conseils municipaux une délibération où on fera ces 12 jeunes, enfin en tout cas sûrement une partie. Donc eux ont pratiquement fini, ou certains même ont fini mais pas ramené tous les papiers. Nous en avons 3 qui sont en cours et 7 qui viennent de déposer les dossiers. Donc c'est un dispositif qui a son public et qui rencontre un succès. Je peux vous rappeler aussi que nous avions voté une enveloppe budgétaire de 5 000 € pour cette année 2025, donc on est tout à fait dans les critères, puisque bon, le temps de faire les 40 heures et que ça se mette en place, voilà, on ne l'aura pas forcément dépensé pour cette année, mais en tout cas c'est un dispositif qui vient en complément du PAC XL et qui a son public et son succès. Merci. Un dispositif qui a fait le plein cette année. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 3. Tout autre sujet, on va parler de coupe de bois avec monsieur Alain Godot. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous lire la délibération numéro 3, vente des coupes de bois inscrites à l'état d'assiette 2026 et estimation des coûts de débroussaillement avant coupe 2027. Donc, l'Office national des forêts, l'ONF, propose d'inscrire au programme de l'année 2026 une opération de coupe de bois concernant une coupe de chêne rouge sur la parcelle forestière 4B et une coupe de pin maritime sur la parcelle forestière 4A, ainsi que des coupes sur des parcelles cadastrées section AS numéro 676P, 694P et 109P, soit une surface totale de 5,6 hectares pour un volume estimé à 177 mètres cubes environ. L'ONF propose d'assurer la mise en vente de ces bois pour le compte de la commune. De plus, l'ONF a transmis un chiffrage estimatif concernant le débroussaillement réalisé en amont des coupes prévues en 2027 sur les parcelles communales cadastrées de section AT 149 et 150. Le montant total estimé des travaux préparatoires s'élève à 880 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme d'assiette de coupe de l'année 2026, de confier la mise en vente des bois à l'ONF en vente de gré à gré par soumission ou en vente de gré à gré simple et de valider le chiffrage estimatif des travaux de débroussaillement précités dont le montant sera inscrit au budget primitif 2026. Voilà, c'est une opération normale dans le cadre de la gestion des parcelles de bois par l'ONF. Est-ce qu'il y a des questionnements ou des remarques?
Pas d'observation, qui est pour ? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci. Au point numéro 4, nous allons parler des candélabres accidentés et c'est monsieur Jacques Maillefer qui nous les présente. Oui, bonsoir. Donc il s'agit des travaux du SIDEX de réparation de candélabres accidentés ou vétustes. La municipalité s'engage de façon continue à entretenir, améliorer, développer et sécuriser l'ensemble du parc d'éclairage public de la commune et à répondre aux besoins d'électrification de certains sites communaux. Pour ce faire, une enveloppe budgétaire a été votée lors du budget primitif 2025 pour effectuer ces travaux. Il convient toutefois d'approuver les projets présentés par le SIDEC et de déterminer les modalités de la participation communale sur fonds libres par le vote d'une délibération du conseil municipal. Les travaux proposés à ce jour et les partitions communales correspondantes sont détaillés dans la pièce jointe. Il s'agit essentiellement, pour cette délibération, d'un candélabre en rue du Maroncin pour une participation communale de 1 402 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les projets présentés par le SIDEC et de déterminer les modalités de participation communale sur fonds libres. Des questions? Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté là aussi à l'unanimité. Et nous ouvrons le chapitre du personnel communal. Nous commençons avec la situation d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité. Il y aura 2 délibérations concernant ces aspects-là. Le premier pour prendre acte du rapport et la seconde concernant le plan d'action. Et c'est Sylvie Péducas qui nous présente tout ceci en images. Image, oui, parce que le rapport, j'imagine tout le monde en a pris connaissance, il est un petit peu long. Donc l'idée, c'était de revenir sur les éléments saillants de ce rapport égalité femmes-hommes en 2 volets. C'est aussi pour ça que l'on a 2 délibérations, puisque une partie du rapport porte sur la situation en termes d'égalité femmes-hommes sur la collectivité, avec à la suite, effectivement, on le verra tout à l'heure, un plan triennal d'action des politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes, et un deuxième volet qui concerne, lui, l'égalité professionnelle au sein même de la collectivité, et donc un état des lieux de la situation en 2024 pour les agents de la ville. Donc quelques éléments de ce rapport qui découlent, on va dire, d'un certain nombre de lois depuis 2014, avec cette particularité que l'obligation est faite donc depuis 2014 aux communes de plus de 20 000 habitants de présenter ce rapport. Et il se trouve que nous devons le présenter puisque nous sommes effectivement surclassés de par le fait d'être qualifiés de ville thermale et touristique. Et donc c'est ce surclassement qui nous contraint, mais je pense que c'est une contrainte qui est fort intéressante, à présenter ce rapport en amont de la présentation du budget. Donc, quelques éléments de synthèse pour les politiques publiques et qui sont étayés par des éléments donc, issus tout simplement de l'INSEE et pour certains également de l'analyse des besoins sociaux qui avait été faite en début de mandat. Donc sans surprise, une population féminine plus âgée sur la commune de Saint-Paul-et-Dax, 36% de femmes qui ont plus de 65 ans contre seulement 27% des hommes. Une répartition donc par âge effectivement où on voit ce déséquilibre qui persiste, enfin qui existe sur les plus de 65 ans, mais aussi chez les jeunes femmes de 0 à 19 ans, dans le sens inverse. Et un autre élément qui peut aussi être saillant pour nous, en tout cas indicateur pour les politiques publiques, c'est que les femmes représentent 53,5% des personnes sans activité, donc que ce soit sans activité professionnelle ou retraitées, contre 46,1% pour les hommes. Deuxième point, des inégalités professionnelles donc, qui persistent en dépit de politiques publiques qui peuvent être menées par ailleurs. Donc 6,6% des hommes occupent des postes de cadre de profession supérieure contre seulement 4,2% des femmes. Un taux d'emploi différent aussi, légèrement inférieur chez les femmes, 64,8% contre 68,2% pour les hommes. Et enfin, de la précarité bien plus importante chez les femmes, 11,9% des femmes en CDD contre 6,1% des hommes. Et enfin, que l'on peut qualifier comme inégalité professionnelle et qui est souvent liée à un autre élément qui est celui de la vie familiale, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à travailler à temps partiel sur notre commune comme ailleurs, 24,3% des femmes contre seulement 5,9% des hommes.
Un élément qui avait été noté comme saillant lors de l'analyse des besoins sociaux, les familles monoparentales restent pour l'essentiel des familles où c'est la femme qui porte la charge mentale de l'éducation de la famille. Donc 77,6% des familles monoparentales sont assumées par des femmes. 29,1% des foyers sont des femmes seules dans les ménages, contre 18,5% des hommes. Et cette dynamique, en fait, est une dynamique en constante augmentation, puisqu'on observe année après année, effectivement, une part des familles monoparentales de plus en plus importante. On a eu déjà l'occasion d'évoquer ce sujet. Christine, je crois, l'a évoqué plusieurs fois en ce qui concerne en particulier les problématiques liées au logement. En termes d'éducation, on commence à voir des modifications dans les comportements, on va dire, genrés des jeunes filles, avec donc des filles désormais plus nombreuses, en tout cas sur la commune, à poursuivre leur scolarité au-delà de 18 ans. 24,3% des filles de 18-24 ans contre 18,6% des garçons du même âge poursuivent des scolarités dans l'enseignement supérieur. Pour autant, sur les générations précédentes, on voit que les disparités persistent, puisqu'on observe sur la commune 24,2% des femmes sans diplôme contre 20,4% des hommes. Et légèrement plus d'hommes titulaires de diplôme à Bac+3. Donc on peut espérer en tout cas que cette dynamique aujourd'hui des jeunes Saint-Pauloises sur la poursuite d'études pourra permettre une inversion de cette tendance. À souhaiter donc qu'ensuite l'exercice d'une profession puisse se faire sur la commune, et en tout cas que la résidence puisse être sur la commune, puisqu'il est à noter sur la commune comme sur le département que nombre de jeunes diplômés quittent ensuite la commune et les Landes pour aller exercer des professions à l'extérieur de nos territoires. Un petit rappel sur notre engagement qui vous avait été présenté ici et adopté à l'unanimité, donc pour une société landaise sans violence contre les femmes, un appel à l'initiative du département des Landes et sur laquelle la commune donc s'est engagée en 4 actions structurantes, 4 volets. Donc intensifier la détection en améliorant l'accompagnement des femmes victimes de violences par les structures d'accueil, qu'il s'agisse ici sur le département de la DAVEM ou du CIDFF. Prévenir les violences en sensibilisant les jeunes et en prévenant la récidive des auteurs. Sensibiliser et former l'ensemble des agents, en tout cas pour notre collectivité, ou des personnels en contact avec les publics pour créer une société solidaire envers les victimes. Et soutenir les associations, elles sont nombreuses sur le territoire landais et nombreuses à exercer sur Saint-Paul, pour participer à la coordination territoriale et offrir des réponses les plus complètes possibles depuis la détection, l'accompagnement et parfois aussi la recherche d'un logement à l'ensemble des femmes victimes de violences, puisque ça reste très très majoritairement les femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales. En ce qui concerne donc notre plan d'action en termes de politique publique pour essayer de répondre à ces déséquilibres encore présents, et puis également pour essayer d'être fidèles à cet engagement que nous avons pris vis-à-vis du département des Landes, mais surtout vis-à-vis des Saint-Pauloises. Donc un plan d'action 2026-2028 en 4 axes stratégiques. Le premier, donc, autour des questions d'émancipation et de culture, donc en promouvant l'émancipation des femmes par la culture, l'éducation, le sport et l'engagement citoyen. Ce sont des actions que nous avons déjà engagées et que nous continuerons à développer, la dizaine de la création au féminin par exemple. Mais le sujet de renforcement de la pratique sportive féminine est aussi un sujet central en termes d'égalité femmes-hommes. Et enfin, l'idée de pouvoir travailler à une journée des femmes qui s'engagent, comme d'ailleurs d'autres associations peuvent le faire. J'ai eu la chance de représenter Monsieur le maire à une initiative qui a eu lieu il y a 15 jours à l'initiative de TechGecop sur les femmes entrepreneuses de notre territoire. Et ce sont toujours des parcours inspirants qui peuvent effectivement amener des femmes à essayer de développer leurs propres projets.
Un deuxième volet donc, lié à l'éducation et à la jeunesse, donc au travers en particulier du projet éducatif territorial, il est possible de travailler à un environnement éducatif qui soit libéré des inégalités de genre qui persistent, mais aussi travailler à l'accompagnement des jeunes filles en rupture, au travers, par exemple, de la politique qui pourra être menée sur le secteur jeunesse. Donc là, on va travailler avec des adolescentes davantage, et qui sont parfois en rupture scolaire, de façon à prévenir ces mécanismes que l'on a observés tout à l'heure, et en particulier des jeunes femmes à hauteur de presque 20% qui restent aujourd'hui donc sans diplôme. Donc voilà pour le deuxième volet. Le troisième volet, nous sommes déjà très investis dessus et il s'agit de ne jamais abandonner sur ce sujet-là qui est celui de la prévention des violences. Donc au travers du soutien que nous apportons aux associations bien entendu, au travers de notre point justice, on l'a évoqué plusieurs fois, mais depuis que ce point justice est labellisé, il est très très largement fréquenté et il permet déjà d'avoir souvent une première écoute, une première orientation qui est très très importante, et puis en anticipant les campagnes de sensibilisation, par exemple au travers du printemps citoyen ou d'autres espaces et de temps de sensibilisation. Et enfin, un quatrième volet, celui de la solidarité et des droits, donc en mobilisant les politiques de solidarité humaine en faveur de l'égalité. En tant que collectivité territoriale, nous portons donc les sujets, par exemple celui de la petite enfance comme autorité organisatrice, et donc le travail sur l'offre d'accueil de la petite enfance, à raison de ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur les familles monoparentales très majoritairement féminines, est un travail qui, en termes de solidarité et de droits, peut permettre de travailler à l'égalité femmes-hommes. Mais les cafés des femmes, qui sont aujourd'hui animés par le CIDFF à la Fabrique du Lien, par exemple, sont aussi des axes de travail très très importants et plébiscités par les femmes isolées ou en rupture. Et enfin, le travail sur les droits sexuels et reproductifs en partenariat avec les 3 établissements du second degré de la commune. Je ne sais pas si je rentre après dans le détail, ça reprend un petit peu ce que j'ai évoqué jusque-là, donc sur les différents axes de travail donc, que l'on a pu évoquer ensemble. Voilà pour ces différents points. Un plan d'action, bien entendu, ça se décline donc dans le temps, avec donc ce diagnostic que l'on a pu faire, qui nécessite bien entendu d'être toujours réactualisé, puisque ce sont des politiques qui bougent et nous l'espérons, elles bougeront dans le bon sens. Ensuite, donc un plan d'action qui se déroule sur 4 années. Et la nécessité, bien entendu, d'évaluer chaque année les effets de ce plan pour éventuellement pouvoir le réactualiser, donc avec une évaluation et une adaptation aux besoins de manière régulière, avec la révision éventuellement de nos actions, leur intensification si c'est nécessaire, et la mesure de l'ensemble de ces effets. L'idée, c'est bien entendu qu'au travers de l'ensemble de ce plan d'action, nos politiques publiques permettent à leur échelle et à l'échelle de la commune de participer à la réduction de ces écarts encore bien trop importants entre les femmes et les hommes sur notre territoire, sur notre commune. On peut passer au volet ressources humaines, donc ce qui concerne le personnel de la commune. Aujourd'hui, donc l'effectif total des agents de la collectivité en 2024 est de 248 agents, donc avec 149 femmes et 99 hommes. Comment ? Hors CCAS, oui, effectivement. Là, on parle bien des agents de la commune. Avec donc une répartition de 212 agents titulaires et 36 agents contractuels. Si vous allez observer le rapport égalité femmes-hommes de 2023, vous observerez une évolution assez importante du nombre d'agents contractuels à fin 2024. Lié à 2 éléments. Le premier qui est celui de remplacement d'agents. On a effectivement aujourd'hui peut-être plus
parfois de maladies professionnelles qui peinent à être déclenchées, et donc des congés qui ont pu être de longue durée avant l'identification et des plans de recours, de retour à l'emploi de nos agents, mais aussi une tendance importante lors des différents recrutements aux candidatures d'agents qui ne sont pas des agents titulaires de la fonction publique, mais qui parfois en rentrant dans les collectivités s'engagent ensuite à passer des concours pour pouvoir être pérennisés. Mais effectivement, on le constate aujourd'hui, en tout cas sur l'ensemble de nos recrutements. Alors pour les agents de catégorie C, ça ne pose pas de problème puisqu'ils peuvent être intégrés dans la collectivité. Mais pour les agents de catégorie B ou A, effectivement, ça suppose d'abord qu'ils exercent en tant que contractuels, d'où cette évolution dans le nombre de nos agents. Quant à l'inégalité, on va dire, ou la non-parité femmes-hommes, elle est essentiellement liée aux métiers qui sont ceux de nos agents, et en particulier les métiers qui sont ceux de l'enfance, de l'animation, restent des métiers très majoritairement féminins aujourd'hui. Donc on le voit effectivement sur cette diapositive, 35 femmes contre aucun homme sur le médico-social, 31 femmes et 5 hommes dans les filières administratives, 17 femmes et 12 hommes dans l'animation, 10 femmes et 1 homme sur la filière culturelle, alors que sur nos services techniques, nous avons 69 hommes pour 30 femmes, et à la police municipale, 3 hommes pour 1 femme, et enfin dans la filière sportive, on n'a qu'un agent qui soit considéré comme membre de la filière sportive, qui est effectivement un homme. Donc une répartition malheureusement genrée, voilà, mais sans surprise non plus, puisque ça reste des métiers identifiés encore, malheureusement, pour certains, comme genrés plutôt au féminin ou genrés plutôt au masculin, mais qui peut nous amener à réfléchir, on le verra tout à l'heure, à des plans d'action pour la suite. Concernant les types de postes occupés, ici on peut dire qu'on a un effet notable et positif de nombre de femmes dans les postes d'encadrement, donc à hauteur de 67%. Donc certes les femmes sont plus nombreuses, mais elles sont aussi plus nombreuses à occuper des postes de catégorie A, donc 8 femmes pour 4 hommes, des postes de direction, 4 directrices pour 1 directeur. Et bon, en emploi fonctionnel et 2 cabinets, je ne sais pas si c'est significatif puisqu'il n'y en a quand même que 2 dans la collectivité, mais les 2 autres en tout cas sont plutôt significatifs. Donc on peut saluer en tout cas l'engagement, puisqu'il s'agit d'engagement de femmes agentes de notre collectivité dans des postes à responsabilité, des postes d'encadrement qui sont parfois aussi des postes difficiles et qui nécessite, en tout cas qui amène une charge mentale importante pour ces agents. Malheureusement, j'ai envie de dire, on pourrait penser que le fait d'occuper des postes à responsabilité fait que nous avons donc du coup des rémunérations qui, par le biais des équilibres, sont équivalentes ou voire en faveur des femmes, et ce n'est pas le cas. Donc ça restera un défi majeur de notre politique de ressources humaines, puisque les disparités sont effectivement très importantes en termes de salaire. Donc si vous regardez les salaires moyens chez les catégories A, donc 3 101 € chez les femmes, 4 296 € chez les hommes. Pour les catégories B, on a là aussi un écart de 600 € en faveur des hommes. Chez les catégories C, un écart un peu moins important d'une 60aine d'euros, et un rééquilibre d'ailleurs, puisque l'écart était plutôt en faveur des femmes en 2023. Donc ces écarts effectivement ne nous satisfont pas. On a pour autant essayé de chercher des explications. 2 explications qu'on peut apporter aujourd'hui. Une première qui est liée à l'arrivée du RIFSEP, donc, qui en réalité a intégré l'ensemble des primes qui pouvaient préexister, et les métiers dits techniques, plus majoritairement masculins, étaient des métiers dans lesquels il y avait plus de cumul de primes, qui ont donc été intégrés au RIFSEP des agents hommes, alors qu'en revanche, les métiers de la filière administrative, qui étaient plus largement féminins par exemple, généraient moins de primes avant le RIFSEP. Donc ça signifie, on ne peut pas s'en contenter et dire que voilà, ça s'est passé comme ça, mais en tout cas c'est une des explications qui signifie qu'on a un travail à faire effectivement sur ce régime indemnitaire.
La deuxième explication, qui alors peut être exprimée comme un ressenti, mais on l'a évoqué puisque ce rapport a été présenté aussi en comité social territorial avec les agents de la collectivité, c'est qu'à l'occasion des recrutements, on remarque pour le coup des comportements genrés dans les demandes des hommes et des femmes. Les femmes, effectivement, ont des demandes qui sont beaucoup plus liées à la qualité de vie au travail, à l'organisation vie familiale, vie professionnelle, alors que les hommes vont avoir des demandes qui sont très rapidement orientées vers le revenu et le salaire. Pour ce qui est du déroulement de carrière, on commence à avoir des éléments de réponse effectivement pour essayer de résorber ces écarts, d'abord par les promotions, puisque au titre de 2024, ce sont 8 femmes contre 3 hommes qui ont bénéficié d'avancement ou de promotion interne. Mais souvent, avancement et promotion interne, ça signifie aussi évolution salariale, même si ça peut signifier évolution en termes de responsabilité. Des formations aussi, donc importantes, plus importantes chez les agentes que les agents, mais ça, c'est dans les proportions à peu près de la répartition femmes-hommes et de nos personnels. Et puis, bon, peut-être une petite remarque sur les congés parentaux. Donc, il y en a eu peu dans la collectivité et sans surprise, ça reste des congés de maternité, sachant qu'aucun congé de paternité n'a été recensé. Peut-être un enjeu de sensibilisation quand même pour certains de nos agents qui pourraient recourir à ce droit-là. Concernant l'organisation du temps de travail, on l'avait évoqué chez les Saint-Pauloises précédemment, ça reste très vrai dans notre collectivité puisque sur nos 12 agents à temps partiel, donc on compte 11 femmes et 1 homme, donc un recours au temps partiel qui reste très majoritairement féminin, souvent un temps partiel de droit d'ailleurs, souvent à 80%. Qui est souvent lié à responsabilité familiale. En ce qui concerne le compte épargne-temps, qui est cette possibilité pour les agents d'inscrire des jours ou des heures sur leur compte épargne-temps. Donc, les agents ont consommé 90,5 jours en catégorie B, alors que les agents ont consommé 29 jours. Donc effectivement, ce sont des femmes qui ont plus recours effectivement à ce compte épargne-temps. Ce qui nous amène donc à identifier quelques enjeux de ce point de vue-là, qui est celui de la difficulté souvent à articuler vie professionnelle et vie familiale, et donc qui doit nous interroger là aussi sur les organisations que l'on peut mettre en place pour faciliter à la fois le maintien d'un temps complet au travail et une vie familiale épanouie, et une charge mentale qui ne soit pas trop importante, mais ça peut reposer aussi au travers de la sensibilisation en tout cas, sur notre petite contribution à un partage plus équilibré des responsabilités parentales en permettant aux hommes de notre collectivité, aux agents de notre collectivité, d'avoir recours à ce temps partiel ou au congé de paternité par exemple. Concernant la santé et la sécurité au travail, donc 14 accidents de service cette année, c'est à peu près équivalent au nombre d'accidents de service l'année dernière, 6 femmes contre 8 hommes, donc vous voyez que en dépit d'une répartition inversée, là ce sont plutôt des accidents de service chez les hommes et plutôt dans les filières techniques bien entendu. En termes de maladies professionnelles, donc 1 femme et 2 hommes ont été déclarés en maladie professionnelle en 2024. Je le répète, je le disais tout à l'heure, c'est souvent au terme d'un processus qui est long, de rendez-vous médicaux qui se succèdent avant de pouvoir identifier effectivement ces maladies professionnelles et ensuite pouvoir recourir à une organisation qui permette à ces agents, lorsqu'ils le peuvent, de revenir au travail. Et ensuite en termes de nombre d'agents en maladie ordinaire, donc 133 cette année, une légère baisse en nombre de jours puisque nous sommes passés de 6000, il faut que je retrouve mes chiffres, de 6100 à 5900, donc 200 journées de moins. C'est encore sans doute insuffisant, mais en tout cas ce sont des chiffres qui diminue progressivement sur la collectivité.
ce qui concerne le handicap, donc on a quand même sur notre collectivité 21 agents qui ont une reconnaissance de qualité travailleur handicapé, 9 femmes et 12 hommes. Pour certains, justement, parfois, cette reconnaissance de qualité travailleur handicapé fait suite à la reconnaissance de maladie professionnelle. On a encore pour autant du travail à faire auprès de nos agents pour les engager à faire valoir leurs droits. Parfois, les agents hésitent à faire reconnaître leur qualité de travailleur handicapé alors que c'est un droit et ça peut générer pour eux une amélioration de leurs conditions de travail également. Pour l'essentiel, ce sont des agents de catégorie C. Donc 20 agents sur 21 sont des agents de catégorie C avec cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et enfin, 57% donc, sur la filière technique. Donc, concernant le plan d'action, là aussi, à déployer 2026-2028 pour l'égalité femmes-hommes, cette fois-ci, dans notre collectivité. Donc, l'axe 1 est l'axe essentiel, puisque c'est un des enjeux majeurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est de réduire ces écarts de rémunération. Donc, au travers d'abord d'un diagnostic annuel et d'une analyse un petit peu plus fine de ces écarts de traitement indiciaires, au travers du contrôle à l'embauche, donc avec des vérifications systématiques des propositions de rémunération pour s'assurer d'une égalité de traitement, même si les demandes effectivement peuvent être différentes de la part des hommes et des femmes qui se présentent lors de nos recrutements. Mais surtout, un point qui nous paraît essentiel, là aussi présenté en comité social territorial et accueilli très favorablement par nos agents. C'est une étude approfondie et complète donc, du régime indemnitaire et du CIA, du complément d'indemnité, sur l'année 2026, de façon à pouvoir effectivement lisser au travers de ce RIFSEP, puisque c'est là que se jouent les inégalités de rémunération pour l'essentiel, essayer de lisser, de réguler ces écarts de salaire avec des scénarios d'harmonisation chiffrés qui, bien entendu, sont des scénarios qui nous amèneront à revoir plutôt notre 0,12 à la hausse, puisqu'il ne s'agira pas de baisser le salaire de nos agents les plus rémunérés, mais de réguler en augmentant le salaire de ceux qui le sont moins. Et enfin, un plan d'harmonisation effectivement de l'ensemble de ces salaires de la collectivité. Pour l'axe 2, donc carrière et accès aux responsabilités, donc on a commencé à travailler là-dessus, d'où les promotions cette année, mais donc un suivi de l'ensemble de nos promotions par genre, par catégorie et par filière pour essayer d'être le plus juste possible et d'avoir des objectifs qui sont proportionnés aux catégories socio-professionnelles sur lesquelles ces promotions sont inscrites. Des recrutements peut-être plus mixtes avec des révisions de nos offres d'emploi qui laissent avoir la possibilité de mixité sur un certain nombre de nos postes, en dépit de leur reconnaissance, on va dire, habituelle comme plutôt genrée au masculin ou plutôt genrée au féminin, mais aussi à l'intérieur de la collectivité, une politique de mentorat, donc pour essayer de continuer à accompagner nos agents vers de l'encadrement, vers du management. Mais ces choses-là sont déjà quand même mises en place dans la collectivité, ont commencé à porter leurs fruits. Et enfin, accompagner surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, celles et ceux, mais celles en particulier si on parle de l'égalité femmes-hommes ici, qui rejoignent la collectivité sur des postes de contractuels et qui ont cette volonté de pouvoir s'inscrire sur la durée en passant donc des concours de la fonction publique. Donc notre objectif, c'est d'identifier ces agents-là et de les accompagner pour aller vers une titularisation et donc une sécurisation de leur emploi. Le troisième axe, c'est celui de l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, donc en travaillant bien entendu sur les 3 éléments qui sont le temps de travail, donc en 2026 avec une charte du temps de travail, sur le télétravail, donc nous avons déjà une charte du télétravail et c'est un dispositif qui nécessite d'être évalué, étendu avec toutes les précautions d'usage et suivi, là aussi avec les questions de genre et de typologie de métier. Et enfin sensibiliser donc nos agents masculins cette fois-ci à cette possibilité de recourir effectivement à leurs droits en termes de temps partiel ou de congés parentaux plus équilibrés.
L'axe 4 rejoint donc notre axe des politiques publiques, qui est celui de la prévention des discriminations et des violences, à la fois en interne pour nos agents, pour travailler donc à la mise à jour et à la diffusion d'un référent interne des discriminations et des violences au sein de la collectivité. Le centre de gestion, bien entendu, peut nous accompagner. Nous avons des conventions pour travailler sur ces sujets-là. Continuer à travailler à la sensibilisation en interne de nos agents au travers des événements que nous menons à l'extérieur en direction de tout public, mais qui concernent aussi nos agents en interne, entre autres sur la journée des droits des femmes par exemple, mais aussi former l'ensemble de nos agents à cette prévention des discriminations et des violences, donc des violences d'une part, des discriminations d'autre part, parfois les unes engendrent les autres d'ailleurs, et à une analyse donc genrée des risques pour ce qui concerne la partie santé. Petit complément là-dessus en termes de formation. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, on voit aussi que les discriminations et les violences ne baissent pas forcément dans notre commune et dans notre département. Les chiffres qui avaient été présentés en début d'année 2025 par la DAVEM étaient assez criants de ce point de vue-là. Et donc, il est aussi important de former nos agents à la réception, à l'écoute et à la prise de distance par rapport aux personnes qui peuvent se présenter effectivement et qui sont dans des situations parfois très très difficiles d'isolement, de discrimination, voire de violence. Et enfin, donc un axe de gouvernance et de pilotage, puisque bien entendu l'ensemble de ces éléments doivent être, là aussi comme pour les politiques publiques, portés, suivis, évalués. Donc au travers de la nomination d'un ou d'une référente égalité femmes-hommes dans la collectivité dès 2026, de groupes de suivi, comme nous le faisons pour des tas d'autres sujets, donc de groupes de travail, de groupes de suivi paritaires de l'ensemble de ces sujets, pour observer ensemble effectivement ce qui se passe, mesurer les effets et apporter les correctifs en faisant usage de notre intelligence collective. Et puis donc un reporting, on va dire, sur notre rapport égalité femmes-hommes pour apporter au fur et à mesure des tableaux de suivi qui sont publiés, les correctifs qui doivent être apportés. En termes de communication, donc, nous allons déployer des outils internes et donc ça nous permettra de pouvoir communiquer aussi en direction de nos agents sur l'évolution et sur les éléments chiffrés qui sont en lien avec ces diagnostics que nous formulons les uns après les autres, qu'il s'agisse des sujets d'égalité femmes-hommes, qu'il s'agisse des sujets de maladies, d'accidents de travail ou d'inclusion et de handicap. Ce calendrier donc de mise en œuvre, début 2026, on l'a dit tout à l'heure, donc la nomination d'un référent et la mise en place du contrôle à l'embauche et des révisions des offres d'emploi. Courant 2026, donc l'étude RIFSEP, qui est une étude absolument nécessaire par rapport à la régulation donc, de ces écarts qui existent encore aujourd'hui de rémunération entre les femmes et les hommes dans notre collectivité. La signature, enfin le vote et la mise en œuvre de la charte temps de travail dans la collectivité, la formation des managers. Nous avons déjà déployé en 2025 un plan de formation très important, vous vous souvenez sans doute, puisque nous avions mis, y compris au BS, des éléments financiers complémentaires, et ce sont d'ailleurs des éléments qui sont appréciés par les agents de notre collectivité, et il s'agit de continuer à déployer ces plans de formation importants. En 2027, donc l'extension du télétravail après l'évaluation des effets de nos premières chartes de télétravail. Un objectif, c'est de pouvoir aussi, dès 2027, donc au terme de plus d'un an d'expérience, on va dire, dans notre collectivité, donc travailler à la titularisation de nos agents contractuels, en tout cas ceux qui le souhaitent, s'insérer dans cette continuité de travail dans la collectivité. Et puis pour 2028, donc un plan d'harmonisation, donc suite à l'étude du RIFSEP, enfin réguler des primes et du régime indemnitaire et du CIA, donc en ayant une évaluation genrée qui nous permette de réduire ces écarts. Les indicateurs de suivi donc, seront les actions qui sont programmées et qui devront être effectuées, donc au nombre de 25.
la formation de nos agents, donc 100% des agents formés au terme de ce plan triennal, et l'augmentation ciblée, si possible, des congés parentaux, avec une augmentation pour les hommes, en tout cas le recours au droit pour les hommes qui peuvent en bénéficier. Voilà pour ce bilan, peut-être un petit peu long, mais qui semble absolument nécessaire, puisqu'il s'agit de regarder avec lucidité et transparence la situation de notre collectivité et de notre commune pour essayer d'y apporter les réponses les plus adaptées. Bien entendu, pour ce qui concerne le volet RH, le comité social territorial reste un acteur clé. Et comme on le disait tout à l'heure, ne serait-ce qu'au travers des groupes de suivi que nous mettrons en place, il permettra donc de travailler collectivement et de trouver les réponses ensemble à l'ensemble de ces sujets. Voilà. Merci pour cette présentation très complète. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Madame Catherine Rabat. Ça fonctionne. Oui, c'est bon. Ouais. Simplement 3 remarques donc, sur le rapport de l'année 2024 donc, sur notre collectivité. Nous relevons donc effectivement une forte augmentation du nombre de créations de postes en 2024, puisque l'effectif total est passé de 227 agents en 2023 à 248 en 2024, vous l'avez dit. Ce qui veut dire donc 21 créations de postes en une année, ce qui est quand même un chiffre extrêmement important. Et c'est une évolution d'autant plus surprenante que si le nombre de titulaires, lui, n'a pas bougé, c'est le recours au contractuel qui, lui, a fortement augmenté. Vous l'avez souligné, 24 agents. Je ferai remarquer simplement que par le passé, vous avez souvent critiqué le recours à des contractuels pour travailler dans la fonction publique territoriale. Là, force est de constater que le discours et la pratique sont différents et ne sont donc pas identiques par rapport à ce que vous teniez comme propos. Bon, ça c'était la première remarque. La deuxième, je reviendrai dessus, mais vous l'avez souligné sur la situation inégalitaire au détriment des femmes concernant la rémunération des agents, puisqu'effectivement vous avez souligné 1 150 € de moins en moyenne mensuelle pour les femmes qui exercent des postes de catégorie A et 803 € de moins pour celles qui les exercent en catégorie B. Effectivement, beaucoup de collectivités sont confrontées à cette situation et c'est pas forcément facile de corriger les inégalités, vous l'avez dit. On notera quand même que l'écart s'est encore creusé entre 2023 et 2024, puisqu'il était grosso modo de 1 000 € en 2023 et 1 155 en 2024 pour les femmes de catégorie A, et 582 € en 2023, il est passé à moins 602 à 2024. Simplement, voilà, je rebondirai sur ce que vous avez dit. Effectivement, il faut rester vigilant et faire attention à ce point important de différence de rémunération. C'est une évolution effectivement négative qui nécessite de la vigilance pour les années à venir, mais vous l'avez souligné. Et enfin, le dernier point que je souhaitais relever dans le rapport, c'était l'absentéisme au travail, puisqu'effectivement, on constate que le nombre d'agents en maladie ordinaire augmente donc d'une année sur l'autre. Il y en avait 119 en 2023 et il y en a 133 en 2024, soit 14 de plus. Alors, certes, le nombre de jours d'absence que cela représente au total baisse puisqu'effectivement, vous l'avez dit avec les chiffres, il passe de 6 099 pour être précis à 5 009. Mais ce total des 5 900 jours d'absence, c'est quand même un pic qui est quand même très haut, puisque sur les 10 dernières années, 2024, c'est quand même la 4e année où il y a eu le plus d'absentéisme. Et par ailleurs, si on le compare à la collectivité voisine, à nos voisins d'Aqua, où il y a eu 5 900 jours d'absence à Saint-Paul, il y en a 3 600 jours à Dax sur la même année, avec pourtant un nombre d'agents qui est pourtant bien supérieur. Mais je rapprocherai aussi cette statistique d'une autre donnée, et vous l'avez souligné dans le document, le fait qu'en 2024, il a fallu fortement accroître le recours à des contractuels de catégorie C pour compenser, je vous cite, la montée des remplacements et assurer la continuité de service. Je relèverai que s'il y a eu montée élevée des remplacements, c'est bien la preuve
si encore une fois le besoin était de le dire, qu'il y a eu un malaise au sein du personnel de la collectivité, et ce qui est écrit dans le rapport RPS notamment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, quelques éléments de réponse. D'abord, une correction. Vous avez parlé de nombreuses créations de postes. Donc, ce n'est pas le cas. On parle bien des effectifs de personnel dans la collectivité. Parfois, un poste, comme vous venez de le souligner, peut être occupé en fait par 2 agents. Ça peut être l'agent titulaire qui, par exemple, est sur un congé de longue maladie, et un agent contractuel qui l'occupe sur son remplacement. Donc, il ne s'agit pas de création de poste, il s'agit bien des effectifs en termes d'agents, que ces agents d'ailleurs soient présents ou absents et en maladie. Ceci dit, oui, je l'ai déjà dit ici, s'il le fallait et pour répondre à des besoins, eh bien, il faudrait créer des postes. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu énormément de création de postes en 2024. Par contre, il y a eu effectivement plus d'agents. Plus d'agents, donc vous l'avez souligné, parce qu'il y a effectivement eu des remplacements sur des absences d'agents, donc des remplacements par des agents contractuels. Je vais redire ce que j'ai dit. Nous ne nous satisfaisons pas de la situation actuelle, bien qu'il y ait une amorce d'évolution vers une baisse de l'absentéisme, bien que je n'aime pas beaucoup ce terme, parce que l'absentéisme, ça marque une volonté. Nos agents absents ne sont pas volontairement absents, mais en tout cas, une baisse de l'arrêt pour maladie. Je vous laisse à vos interprétations sur les raisons de ces arrêts, mais ce sont des sujets que nous partageons en toute transparence avec le personnel, sur les copies RPS, sur les groupes de travail. Des tas d'éléments sont en cours. Le plan d'action a commencé à être déroulé, et je pense pouvoir dire que c'est quelque chose qui se passe plutôt bien au travers de groupes de travail qui apportent des éléments de réponse, y compris sur les points les plus complexes et saillants, par exemple de l'organisation du temps de travail pour le personnel scolaire et d'animation, où on sait que ça peut être très difficile. Eh bien, en travaillant ensemble, les choses évoluent. Donc, j'ose espérer que si mal-être ou malaise il y a, c'est quelque chose qui se régulera en travaillant collectivement à ces sujets. La question de l'inégalité salariale, donc effectivement on ne peut pas se satisfaire non plus. Il s'est creusé, alors la réponse à cette question, donc on est effectivement sur une inégalité salariale qu'on observe partout. Moi ça ne me satisfait pas. On travaillera, et dans le plan d'action on a essayé de vous expliquer comment on envisage de travailler sur ce sujet. Pour autant, si on regarde par exemple les catégories A, on ne peut pas gommer sur un faible nombre d'agents la différence de salaire par exemple d'un directeur général des services de catégorie A, qui forcément de suite va faire augmenter par exemple une moyenne, ou le fait que le renouvellement par exemple, une nouvelle agente de catégorie A plus jeune dans la collectivité, effectivement de suite après un départ à la retraite va là aussi venir inverser la tendance. Donc je ne suis pas satisfaite de voir que ça s'est aggravé, mais sur un faible nombre d'agents, il est difficile d'avoir une analyse, il faudrait avoir une analyse très fine, agent par agent, pour mesurer effectivement cet impact. Je crois que j'ai essayé de répondre à l'ensemble de vos questions. Ah oui, le recours au contractuel. Donc effectivement, je confirme, et d'ailleurs j'ai souvent évoqué ce sujet, y compris d'ailleurs souvent dans le rapport d'activité du casino, sur le recours au contractuel. Force est de constater qu'aujourd'hui, effectivement, la fonction publique, d'ailleurs fonction publique d'État ou fonction publique territoriale, ne fait pas rêver. Les candidats qui se présentent, sans doute d'ailleurs à cause des différences de salaire qui peuvent exister entre la fonction publique et parfois le privé, à diplôme équivalent, parce qu'en moyenne c'est pas forcément vrai, mais à diplôme équivalent. Donc c'est un constat que l'on fait dans la fonction publique d'État et que l'on fait dans la fonction publique territoriale. Je pense à certains métiers du médico-social, par exemple, qui sont des métiers difficiles et où les gens ne s'engagent pas forcément sur la durée et préfèrent, effectivement, ils le disent même lors de recrutement, ils préfèrent effectivement s'engager pour 3 ans sur un contrat et puis voir après s'ils continueront sur la durée ou pas. Donc, on ne s'en satisfait pas, mais c'est aussi... alors,
d'une part, les remplacements d'agents absents, mais d'autre part, je pense qu'il nous appartient, et ça fait partie du plan d'action en tant que collectivité territoriale, de déployer au sein de notre collectivité une forme d'attractivité, un accompagnement d'agents que nous recrutons sans qu'ils soient fonctionnaires de la collectivité territoriale, pour les accompagner vers des concours et vers effectivement. Ça fait sans doute écho à ce que vous disiez tout à l'heure, en première questions diverses des décisions. Vous avez parlé de désorganisation. Le service culture soit désorganisé. En revanche, ça reste un service où le difficile et où effectivement nous avons beaucoup plus sur la filière culturelle. Collectivités territoriales qui se présentent à l'occasion de nos recrutements et avec le département que je connais bien pour savoir si les problèmes sont les mêmes, elles sont malheureusement exactement les mêmes. Donc plus ça reste effectivement des métiers où il est difficile de recruter sur le long terme, d'où cette nécessité effectivement de développer un plan d'accompagnement. Catherine Rabat. Je vous remercie. Vous en faites. Bon voilà, ce n'était pas des questions, hein, c'était 3 remarques voilà, sur. On ne peut pas se satisfaire après 5 ans aux commandes de constater qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas et qu'il faut. Nous on fait une petite lecture différente, mais c'était pas des questions, c'était voilà des points à remettre. Je souligne qu'effectivement on différentes. Après, on peut avoir des interprétations ou des prises de parole différentes, mais la lecture, je pense qu'on a la même. Personne ne se satisfait. En revanche, effectivement, nous avons désormais les éléments, puisque à RPS, et on a désormais la possibilité de s'appuyer sur des éléments factuels qui Quelques remarques au détour, ce sont des remarques, on l'entend, me laisse parfois pantois. Parce que ces agents de ces collectivités nous sollicitent pour savoir s'il y a des postes disponibles pour venir. Tout comme des agents qui nous demandent de prendre leurs enfants en stage. S'il y a ces demandes-là qui émergent, sur le malaise de la collectivité, alors c'est très récurrent. On ne se satisfait pas, comme on l'a dit, mais au moins on est en route dans une première fois que ce rapport-là est établi malgré les obligations légales. Tout comme le diagnostic RPS. Dans la restitution diagnostic RPS, ça m'a beaucoup marqué. Était le groupe dans lequel c'était la plus mauvaise note. Et à la fin de cette restitution, une personne a pris la parole. On aurait fait ça il y a 5 ans, elle aurait été plus mauvaise. Cette situation, on est en route, mais au moins transparent, au moins on se met en route avec les agents, je pense, fini le plan d'action. Et on retrouve d'ailleurs dans ce plan d'action des éléments issus du diagnostic RPS et des propositions qui ont été formulées. Nous sommes en route et collectivement, c'est ce que rappelait Sylvie Péducas auparavant, c'est pas les c'est de progresser tous ensemble pour de meilleures conditions de travail et une meilleure homme à la fois dans la collectivité mais également dans notre ville.
Bonsoir. Alors oui, moi j'avais une question et remarque. Donc effectivement, au niveau des arrêts maladie, on voit quand même que c'est encore beaucoup trop de mon point. J'ai pas vu ce que vous aviez mis comme objectif pour les limiter. Il y en avait 14 ou 15. Quand même, au niveau de la sécurité, ça me semble important. Concernant l'attractivité du fait de travailler en fonction publique, alors effectivement, ça peut ne pas être attractif. Par contre, au niveau du RIFSEP, puisqu'on en où vous avez sanctionné les agents qui étaient en arrêt maladie, pensez-vous pas que ça peut rendre encore moins attractif pour notre commune le au niveau du recrutement? Et ensuite, vous avez mis un objectif pour le congé parental. Comment vous allez l'atteindre? Parce qu'on ne peut quand même pas imposer aux hommes de prendre un congé parental. Voilà, simple question. Merci. Alors sur la première question, peut-être c'était pas assez visible effectivement sur la présentation, le déroulé du diaporama hein, par rapport à l'accidentologie, donc qui concerne pour l'essentiel la filière technique. Deux axes, pour l'essentiel celui de la formation, puisqu'effectivement la formation à la fois de nos agents au risque professionnel et de leurs managers. De façon à effectivement limiter les risques pris par les agents par un management effectivement qui est dans l'accompagnement par rapport à une prise de risque qui parfois peut être beaucoup plus mesurée sans doute qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc on va dire ça passe déjà beaucoup par la formation. Et le deuxième sujet, c'est de suivre effectivement par rapport aux métiers qui aujourd'hui sont très genrés, puisque là pour le coup on a vu que c'était plutôt des hommes qui étaient touchés que des femmes, bien que moins nombreux dans la collectivité. Donc d'avoir une analyse genrée des risques et de se demander effectivement à métier équivalent voilà, ou à grade équivalent où est-ce que sont les risques. Et d'ailleurs, dans le document unique sur lequel on travaille, ces sujets du risque en termes d'accident de travail est posé. Donc c'est encore important, effectivement, 14. Après, parfois, un agent, et c'est tout à fait normal parce que c'est leur droit, donc vont déclarer un accident de travail parce qu'il y a une blessure qui, à l'instant, n'est pas très importante, mais qui pourrait plus tard voilà, générer une difficulté. Mais bon, donc c'est un point quand même qui est à noter. Le deuxième sujet... je ne sais pas si ce fameux PAC RH joue ou pas sur l'attractivité dans la collectivité. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, souvent les agents ne le savent pas lorsqu'ils sont recrutés, hein, mais ça peut être une question qui est posée et elle est entière, donc elle est analysée. Je partage ce sujet avec vous. Et puis le dernier point, alors l'objectif, hein, donc vous l'avez vu quand même, les congés voilà, de maternité ou de paternité, ça concerne très très peu d'agents. Donc l'objectif voilà, affiché, c'est effectivement, en tout cas, de sensibiliser nos agents pour qu'ils fassent davantage valoir leurs droits et de s'assurer en tout cas qu'ils savent qu'ils ont le droit, effectivement, ce droit-là et cette possibilité. Et je compléterai... moi, ce que je trouve totalement, en fait, totalement intolérable, en fait, pour les agents, c'est la décision du gouvernement de manière aveugle sur le jour de carence. Au moins, on fait preuve de discernement par rapport à tout ceci. Vous faites référence à ce tableau-là qui vient d'évoluer justement grâce aux travaux portés avec les agents, avec les représentants syndicaux. Tout ça a été vu en CST il y a peu. Et on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs en séance du conseil municipal bientôt. Je rappelle que le PAC RH, c'est aussi l'augmentation des tickets restaurants pour les agents. C'est l'augmentation de la formation. Nous étions partis sur une enveloppe de 30 000 € et finalement les bien au-delà aujourd'hui. C'est les remplacements des agents, c'est l'ensemble de tous ces éléments, il ne faut pas les oublier. Moi je veux bien qu'on fasse un focus sur un morceau à chaque fois, mais n'oublions pas tout le reste en fait du PAC. On a fait le tour du rapport. Alors, je vous propose, c'est aussi la loi, hein, de raisonner en deux temps.
C'est surtout ça. Donc au point numéro 5, pour prendre connaissance, pour prendre acte de la présentation du rapport. C'est pas une expression sur le fond, mais c'est vraiment prendre acte de ce rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Qui prend acte? Qui ne prend pas acte? Qui s'abstient? Tout le monde a pris acte. Et au point numéro 6, cette fois-ci, je mets aux voix le plan d'action triennal 2026-2028 et je précise que le suivi, comme l'a présenté Sylvie Péducasse tout à l'heure, sera réalisé en CST. Qui est pour ce plan d'action? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci à tous. Nous passons au point numéro 7 avec le tableau des effectifs. Toujours Sylvie Péducasse. Alors, un point très habituel et très court en même temps, puisque aujourd'hui nous avons donc pour cette séance du conseil municipal donc un seul changement de grade sur notre tableau des effectifs en filière technique, avec la suppression du grade d'agent de maîtrise principal pour la création du grade de technicien principal de 2e classe. Et donc il s'agit tout simplement d'une promotion interne dont on parlait tout à l'heure pour un de nos agents qui lui permet donc d'accéder à un nouveau grade. Des observations? Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté là aussi à l'unanimité. Le point numéro 8 est une délibération traditionnelle qui concerne l'école municipale de musique et de danse. C'est la culture. Sébastien Ducasse. Merci. Ah, j'ai perdu là. Excusez-moi, j'ai perdu la délib. Elle revient. Là voilà. Oui, donc une délibération habituelle toujours à ce moment de l'année concernant la rémunération des professeurs pour l'année scolaire 25-26, puisque dans le cadre de l'organisation de l'école municipale de musique et de danse, il importe de fixer la durée hebdomadaire des intervenants extérieurs dans la spécialité correspondant à leurs compétences. Vous avez donc sur cette délibération les différents intervenants et professeurs et les quotités horaires. Je vais vous faire grâce de vous faire du ligne à ligne, juste en précisant que nous avons 12 professeurs au total, dont 10 en musique, avec notamment la formation musicale solfège connue par bien des anciens, et puis aussi 9 pratiques instrumentales, ce qui est quand même là aussi assez intéressant sur Saint-Paul-et-Dax, et je pense que notre école municipale est aussi attractive par cette diversité des pratiques, donc sont le piano, le violon, la trompette, la guitare, les percussions, la clarinette, le saxophone, la flûte et le trombone tuba, et puis aussi 2 pratiques de danse avec le modern jazz et la danse classique. Certains professeurs de l'école municipale de musique et de danse pourront être amenés dans le cadre de projets définis par la municipalité à intervenir au sein des différents groupes scolaires de la collectivité, et c'est encore le cas notamment cette année. Martine Gaille confirmera avec la 5e rentrée du dispositif musique à l'école, fonctionne très bien avec l'école Jules Barouillet depuis maintenant 2021. On en est très content que ça puisse se perdurer en tout cas dans le temps, et les enseignants et les parents et les élèves sont tout à fait satisfaits de ce dispositif. Intervention donc dans les groupes scolaires, dans les équipements municipaux de la commune comme les EHPAD, le multi-accueil, la grange de Christus, la médiathèque, et ils seront rémunérés donc à hauteur des heures effectives réalisées sur la base du taux horaire relatif à leur situation administrative. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à formaliser ses attributions comme indiqué dans le tableau dont vous avez pris connaissance, en précisant qu'il est décidé de formaliser ses attributions par arrêté individuel, contrat ou avenant au contrat comme indiqué dans le tableau, et qu'il est décidé que les professeurs sous contrat à durée indéterminée seront rémunérés au prorata des heures effectuées, en référence au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, et que les professeurs sous contrat à durée indéterminée seront rémunérés en référence au grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique principal de 1re classe, défini selon l'ancienneté de diplôme détenu. Par ailleurs, les intervenants fonctionnaires en déroulé de carrière au sein de la collectivité seront rémunérés en référence à leur situation administrative. Et enfin, il est décidé que lorsqu'il sera fait appel à des intervenants extérieurs, une indemnité forfaitaire horaire sera calculée au maximum sur la situation administrative de ces intervenants. Est-ce que vous avez des questions? Très beau dispositif musique à l'école, Martine. Pas d'observation. Il faut le micro. Donc, vous êtes invités régulièrement à voir leurs prestations. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Nous ouvrons désormais le chapitre des affaires foncières. Et au point numéro 9, nous allons parler de diverses parcelles
de la commune avec monsieur André Humeau. Il va falloir suivre, c'est très précis. Merci. Précis. Bien, oui, il s'agit en fait de classement de diverses parcelles privées communales dans le domaine public, constituant essentiellement des voiries, trottoirs et accotements. Le classement et le déclassement des voies communales sont délibérés et votés par le conseil municipal. Comme le classement n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies, les délibérations concernant le classement ou le déclassement dans le domaine public sont dispensées d'enquête publique préalable. Les parcelles cadastrées listées ci-dessous appartiennent au domaine privé communal alors qu'elles sont ouvertes à la circulation publique. Il convient de régulariser cette situation en les intégrant dans un domaine public communal. Les parcelles concernées. Alors, je m'excuse, je vais donner que les noms des rues. Si vous voulez lire les parcelles, les numéros, les longueurs, etc., on peut faire une petite lecture après. Il n'y a pas de souci. Donc, il s'agit de la rue de Serros, de l'impasse de la Source, de la rue des Chênes Verts, l'impasse des Genêts, l'impasse des Houes, l'impasse des Arbousiers, rue Édith Piaf, rue Jean Monnet, rue Labourie, rue Henri Desgranges, rue Marcel Cerdan et rue Pierre de Coubertin. Une fois ces intégrations réalisées, il conviendra de mettre à jour le tableau de classement de la voirie communale. Celui-ci sera également soumis pour approbation au conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal d'intégrer les parcelles ci-dessus dans le domaine public communal. Et je précise qu'il est proposé également que le maire ou son représentant soit autorisé à procéder aux démarches et formalités correspondantes, à signer tous les documents ainsi que les pièces se rapportant à cette affaire. Est-ce qu'il y a des observations sur les parcelles? C'était vu en commission travaux. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Adopté là aussi à l'unanimité. Nous terminons au point 10 avec la ZAE des Cavaliers qui est très d'actualité en ce moment et une dénomination de rue. Frédéric Durand. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va parler de l'annulation de la rue. La communauté d'agglomération du Grand Dax a obtenu, en date du 25 juin 2025, le permis d'aménager numéro 040 279 279 25 402 portant sur la création d'une nouvelle zone d'activité économique d'intérêt communautaire. Dénommée zone d'activité économique ZAE des Cavaliers est située au droit du chemin des Mousquetaires et de l'allée des Cavaliers. Dans le cadre de cet aménagement, la réalisation d'une nouvelle voie à caractère d'impasse est prévue. Il convient donc de procéder à sa dénomination. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination de cette voie nouvellement créée, ou qui le sera, impasse d'Artagnan. Quelques précisions concernant Artagnan, si vous permettez, monsieur le maire. Son véritable nom était Charles de Batz de Castelmore. Il est né entre 1611 et 1615 à Lupiac, dans le 32. Il était le quatrième d'une famille de 7 enfants. Il est mort le 25 juin 1173 à Maastricht, donc à l'âge d'entre 58 et 62 ans. Et on ignore toujours à ce jour où il est inhumé. Il a disparu. Voilà. Avez-vous d'autres précisions concernant monsieur Charles de Batz-Castelmore, dit d'Artagnan? Et si d'Artagnan était bien dans le cortège royal de Louis XIV, lorsqu'il est parti se marier à Saint-Jean-de-Luz, il est donc passé à Saint-Paul-et-Dax, et notamment par le pont d'Angoide. Exact. Il était bien à Saint-Jean-de-Luz avec Louis. Voilà. Louis le XIVe. Merci pour cette confirmation, voilà. Frédéric Durand. Et donc, d'Artagnan est bien passé à Saint-Paul-et-Dax. Nous voilà rassurés. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. C'est là aussi adopté à l'unanimité. Juste avant de se quitter, puisque nous parlions histoire et patrimoine saint-paulois, je vous précise que le tome 2, Saint-Paul-et-Dax, patrimoine insoupçonné, qui cette fois-ci couvre des années folles jusqu'à nos jours, est désormais sorti
encapsulé la mission Patrimoine, écrit brillamment par Kevin Lossuche. Le tome 1 était sorti au printemps, celui-ci est encore plus riche de photos, de plans et d'histoires de Saint-Paulois qui ont fait l'histoire de la commune. Vous le retrouverez dans toutes les bonnes librairies. Voilà une belle idée cadeau de fin d'année. Nous avons terminé avec l'ordre du jour qui est épuisé. Je lève donc la séance. Bonne soirée à toutes et à tous.